Ouais, ça marche. C'est bon, ouais, on va se partager celui-là. Ouais. Non, non, mais on va y arriver. Ouais. Merci. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup pour votre présence ce soir. Donc on est très heureux d'être ici pour partager un peu notre passion avec vous. Donc on n'est pas des conférenciers professionnels, mais on est vraiment en revanche passionnés par ce sujet des éphémères de mode et des livres anciens, tous les documents anciens liés à la mode. Donc c'est ça qu'on va vous partager avec vous. Je dois dire qu'on a quitté l'île dans des conditions pas très réjouissantes, donc on est très content d'être là ce soir avec vous pour pouvoir parler de ce sujet un peu plus sympathique. Donc forcément, avant de commencer, nous tenions à remercier Monsieur Langlois pour son invitation et puis plus généralement l'association des amis du musée de l'imprimerie. Donc merci beaucoup pour cette opportunité de parler de ce sujet qui nous passionne, parce qu'on va parler ce soir de vieux papiers liés à la mode. Donc c'est un lieu tout à fait approprié pour parler de ça, même si paradoxalement les papiers dont on va vous parler aujourd'hui sont plutôt ceux qui échappent traditionnellement à l'archivage. C'est vraiment des vieux papiers que d'habitude on jette, et on va essayer de vous montrer que, au contraire, ce sont des documents précieux qui nous renseignent sur plein de facteurs très très riches et intéressants sur le processus créatif de la mode et de la vie du produit jusqu'à son utilisation et sa seconde vie. Donc, c'est ce qu'on va vous partager à l'instant. Donc les pièces qu'on va vous présenter sont pour la plupart issues de notre collection, donc c'est vraiment des pièces qu'on a ou qu'on a eu entre les mains, donc on peut vraiment vous en parler avec leur matérialité, parce que là on va vous montrer surtout des images, mais on va aussi vous faire ressentir quand même la matérialité des objets, parce que c'est ça qui est aussi très intéressant sur ce type de document. Et quand c'est pas le cas, on vous le précisera. Quand c'est des images d'illustration qui viennent d'autres collections, on vous le précisera. Alors, du coup, la présentation va passer vite, parce que Monsieur Langlois a déjà dit pas mal de choses. Donc, on a fondé la librairie Dictat en 2005. C'est ce qu'on appelle une librairie en chambre. Donc, on n'a pas une librairie avec pignon sur rue, avec des locaux. On reçoit en fait nos clients sur rendez-vous. Et donc, soit chez nous, mais c'est plutôt nous en général qui nous déplaçons pour présenter les pièces physiquement. Donc on est spécialisé effectivement sur tout ce qui est mode et histoire du costume. On a commencé assez classiquement sur les livres, et puis on a enchaîné petit à petit sur les magazines, les photographies, les dessins, les gravures, les lettres, les factures, enfin tous les documents existants qui peuvent nous renseigner sur l'histoire de la mode. Alors quand on dit ancien, alors on a visité le musée de l'imprimerie cet après-midi, donc ça paraît pas si ancien, mais nous ça nous paraissait ancien. On commence au XVIe siècle dans nos premières pièces, et on essaye d'aller pas au-delà du milieu du XXe siècle, puisqu'après on est sur un autre marché, sur un autre secteur. On a environ 7000 pièces. Alors c'est pas 7000 livres, puisque il y a des choses très volumineuses ou des choses vraiment très petite en dimension, donc c'est pas, faut pas imaginer non plus une réserve immense. On travaille essentiellement avec des clients institutionnels. Notre premier client, que ce soit en termes de chronologie et même en termes d'importance, c'est le Metropolitan à New York, qui est vraiment notre premier client. En fait, ce sont les Américains qui nous ont fait confiance en premier, comme c'est souvent le cas. Et après, ça a fait un peu boule de neige, et on travaille aujourd'hui avec les principaux musées du costume à travers le monde, et bien sûr avec les musées parisiens. Au-delà des musées, on a aussi entamé des collaborations avec les maisons de luxe et de couture, puisque petit à petit, elles ont pris conscience de l'importance de leur patrimoine, et elles ont commencé à reconstituer des collections, bien sûr des collections de vêtements, mais aussi des collections de documents. Et donc, on travaille aussi avec ces maisons-là. Et bien sûr, le dernier volet de notre clientèle sont bien sûr les collectionneurs privés, où là, c'est suivant, soit ils ont une collection particulière sur un couturier spécifique, sur un illustrateur particulier, et là, on les aide à augmenter leur collection. Donc on travaille sur des catalogues thématiques. On en a produit 3 pour l'instant. Donc on n'est pas très productif en termes de catalogue, parce qu'on prend vraiment le temps de les faire. On n'est pas comme une librairie classique qui tous les 6 mois va publier ses dernières acquisitions. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit un thème, et puis on essaye de le traiter de manière exhaustive. Donc des fois, ça prend des années, puisque comme on est sur un sujet très particulier, qu'il faut trouver des pièces épuisées, rares, ça nous prend beaucoup de temps. Donc le tout premier qu'on a sorti, c'était sur le couturier Paul Poiret en 2005. Ensuite, on a sorti quelques années plus tard un catalogue sur les grandes figures féminines de la mode, des marchandes de mode jusqu'aux couturières japonaises des années 80.
Et le tout dernier était une histoire de la gravure de mode en France, donc 300 ans de gravure de mode en France. Et là, on travaille sur le prochain qu'on espère sortir début 2023. Et enfin, le dernier volet important de notre travail, c'est que tout ce qu'on fait, on essaye vraiment dans une approche de partage. Donc, tous nos catalogues, le but de ces catalogues n'était pas juste d'avoir une vocation commerciale, mais c'était aussi, à un moment donné, de figer des pièces qu'on a entre les mains avant qu'elles rejoignent des collections privées et qu'elles sortent un peu du circuit. Donc, ça permet d'avoir des photos, des descriptifs, et tout ça est consigné dans nos catalogues. Et nos catalogues, on les envoie gracieusement à toutes les bibliothèques des musées un peu spécialisés sur la mode. Et on travaille notre site internet de la même façon. Donc on fait des fiches produits, on essaye un peu de replacer les pièces dans leur contexte. Et dès que la pièce est vendue, on garde la fiche accessible. Donc s'il y a des chercheurs qui veulent retrouver des informations, des images des produits, ils le peuvent gratuitement sur notre site. Et c'est pas rare qu'on assiste à des présentations où on retrouve les images de notre site qui sont utilisées dans les présentations. Donc en termes d'intervention, là c'est des exemples de collaborations sur lesquelles on a pu travailler. Donc comme on est en lien beaucoup avec les musées, on a pu collaborer avec différentes expositions, donc soit en prêtant des pièces, soit en donnant des orientations sur l'iconographie, sur la bibliographie. Donc on a travaillé par exemple récemment sur l'exposition d'Oramar qui a été à la fois en France, à Londres et à Los Angeles. On a travaillé sur une exposition purement américaine sur la mode et les femmes pendant la Première Guerre. Plus récemment sur l'exposition Man Ray et la mode, on va encore contribuer à la prochaine instance de cette exposition qui part cette fois à Anvers, où on va prêter également des pièces puisqu'on a des photos. Et sinon, en termes de conférences, on a intervenu à l'Institut de l'Histoire du Temps Présent rattaché au CNRS, à l'Institut National de l'Histoire de l'Art et aussi à l'Institut Français de la Mode. On va aujourd'hui parler des éphémères de mode, et les éphémères de mode s'inscrivent dans un mouvement qui est celui de la mode et de ce commerce, on va dire, de la nouveauté, donc du renouvellement perpétuel, qui n'a pas toujours eu beaucoup d'intérêt pour les musées et le patrimoine français. Donc si on reprend une courte histoire de la patrimonialisation de la mode, c'est un phénomène qui apparaît surtout dans les années 70-80. Si vous pensez aux principaux musées parisiens, Galliera ne prend ses quartiers dans Galliera qu'à partir de 77. L'association qui avait donné lieu à la collection qui est le fondement de Galliera avait commencé dès 1907. Donc 70 ans pour trouver un lieu définitif où s'installer, c'est un temps un peu long pour la patrimonialisation de la mode. Le musée des Arts Déco, qu'on appelle maintenant le MAD à Paris, sa première exposition sur le costume, c'est 1867, si ma mémoire est bonne, mais la fondation du musée des Arts de la mode, comme il s'appelle alors, c'est 1986. Et donc, on est sur vraiment les années 70-80 qui correspondent à un moment qu'on appelle la modernité tardive, un moment de désindustrialisation, un moment de questionnement sur quel est l'avenir de nos sociétés européennes, qui nous entraîne à regarder un peu le passé et à sanctuariser le passé dans un moment où on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc ce moment des années 70-80 est le moment où on a une explosion du nombre de musées en Europe et notamment en France, et un moment d'une prise de conscience que la mode a peut-être besoin des musées. Donc c'est cette espèce d'éclosion à ce moment-là d'une forme de patrimonialisation, et qui se traduit aussi dans la mode elle-même par une forme d'historicisme qui est le retour à certains éléments du passé mis à jour pour le présent. Et vous pouvez penser à Karl Lagerfeld qui reprend la direction de la couture chez Chanel en 82-83, puis qui ensuite absorbe la création pour le prêt-à-porter, et qui revient aux fondamentaux de la marque, mais en les mettant au goût du jour pour les années 80, et qui sauve Chanel de la banqueroute si on fait un petit raccourci sur la situation de Chanel à ce moment-là. Donc on est vraiment sur un moment dans ces années 70-80 où il y a une prise de conscience de l'intérêt de la mode et d'une forme de sanctuarisation de ce qu'est son histoire, ou en tout cas les vestiges de son histoire. Et donc ça, c'est, on va dire, sur la partie musée ou association de personnes qui... Pardon ? C'est bon ? Vous m'entendez ? Ah oui, éteindre...
peux zoomer ou pas? Là, c'est mieux comme ça? C'est mieux? Alors on va essayer. Voilà, encore. Oh. Donc cette prise de conscience qui, on va dire, est une prise de conscience du monde des musées ou de certains chercheurs ou scientifiques éclairés, elle a lieu aussi dans le monde de l'entreprise. Donc je mentionnais Chanel il y a quelques minutes. Quand Karl arrive chez Chanel, il n'y a pas d'archive Chanel. Chanel avait tendance aussi à ne pas regarder derrière elle, et elle avait sans doute raison pour certains aspects de sa vie. Mais donc la conservation de la mémoire de la marque n'était pas faite dans les dynamiques qu'on connaît aujourd'hui, où il y a cette espèce de muséification des archives de marques de mode. Donc c'est un moment où on a la première exposition Dior pour l'anniversaire de Dior en 87 au MAD. Donc c'est à ce moment-là où Dior est obligé de se pencher sur sa propre histoire et commence à créer un service d'archives de Dior. Vous avez une première expo sur Balmain, les marques commencent à s'interroger sur comment conserve-t-on le passé et comment l'expose-t-on en partenariat avec tous ces musées qui apparaissent. Et donc, c'est cette prise de conscience qui crée ce moment d'une forme de patrimonialisation de la mode dans les années 70-80. Et alors, forcément, ce démarrage des constitutions des archives au sein commençait par rassembler d'anciens modèles, donc plutôt des vêtements, des anciennes collections. Et une approche vraiment très matérielle des chercheurs pour réussir à faire parler le vêtement. Donc, tout simplement, qui l'a imaginé, qui l'a créé, qui l'a fabriqué, en quelle quantité, puisque la notion d'exclusivité, de pièce unique est très importante dans la mode. Est-ce que cette création était destinée à quelqu'un en particulier? Est-ce que le modèle a été pensé pour quelqu'un en particulier? Finalement, qui l'a vendu, qui l'a commercialisé, qui l'a acheté, à quel prix? Parce que les prix sont quelque chose d'assez tabou dans le monde de la mode et ils sont loin d'être une notion publique, donc tout le monde ne paye pas le même prix. Et ensuite, est-ce que ce vêtement a-t-il été porté, à quelle occasion, et par la suite, est-ce qu'il a été altéré, est-ce qu'il a été modifié, est-ce qu'il a eu une seconde vie. Mais pour ça, pour bien faire parler la pièce de vêtement en elle-même, parfois elle ne suffit pas, elle n'est pas autosuffisante pour donner tous ces éléments, et c'est pour ça qu'on a souvent recours à d'autres sources d'informations, et c'est un peu de ça dont on va vous parler aujourd'hui. Tous ces documents qui existent et qui gravitent autour de la vie du produit et qui nous permettent de mieux le comprendre, de mieux l'interpréter. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va vous parler de ces notions d'éphémère de la mode. Donc éphémère et mode, ça semble aller de soi. Mais donc là, c'est éphémère au sens un peu de typologie de vieux papier. Donc sans faire de l'étymologie très sophistiquée. Donc ça vient du grec, éphéméros, c'est donc qui ne dure qu'une seule journée. Et pour donner quelques traits, alors on verra qu'on a parfois une définition, nous, un peu élastique. Donc ça ne correspondra pas toujours. Mais dans les grandes lignes, voilà ce qui fait notre tronc commun du répertoire qu'on va vous présenter ensuite. Donc c'est un support papier qui soit imprimé, qui soit écrit ou qui soit simplement dessiné, avec une information ponctuelle, qui avait vocation à être consommée immédiatement, puis une fois que l'information elle est consommée, théoriquement le document n'avait plus d'intérêt. La fonction du coup initiale de l'objet, dès qu'il est consommé, elle devient obsolète. Ça peut être une invitation. Une fois que l'événement est passé, l'invitation n'a plus d'intérêt, entre guillemets. Et c'est des documents, alors là on va pouvoir débattre là-dessus, mais avec un faible contenu d'auteur et souvent des matériaux peu nobles. Ce qui fait que pour toutes ces raisons, c'est des documents qui traditionnellement n'ont pas été conservés, parce qu'ils n'avaient pas vocation à être conservés. Une fois qu'ils ont servi, ils étaient jetés tout simplement, quoi. Pour regarder les éphémères, l'un des importants chercheurs ou collectionneurs de la fin du 19e, qui est John Grand-Carteret, définit ainsi les vieux papiers. Les vieux papiers, c'est tout ce que jettent les ignorants, ceux qui n'aiment pas quand leur ignardise, ils qualifient de paperasse inutile, se figurant toujours que papier veut dire paperasse administrative. Les vieux papiers, c'est ce que conservent soigneusement les délicats, les chercheurs, les curieux, tous ceux qui savent de quelle façon, à l'aide de ces petites choses, se reconstitue l'histoire ou se détruisent les légendes. Donc ces documents qui ont vocation à transmettre une information qui périme très rapidement n'ont
pas fait l'objet et n'ont pas fait l'objet de collectes systématiques par différentes institutions publiques. Donc c'est un type de document qui échappe à la collecte publique. Et même dans la conservation des privés, si vous regardez les obligations qui sont liées à vos conservations de factures, l'État vous demande de conserver pendant 5 ans vos factures d'énergie et c'est tout, grosso modo. Donc du coup, la conservation d'un certain nombre d'objets ne fait pas l'objet d'un dépôt public et elle est dans les mains d'une poignée de collectionneurs qui ont réussi à suivre un peu ce que Grant Carteret disait sur cet intérêt et sur cet intérêt documentaire. Et donc c'est à travers cette histoire des objets éphémères que peut se reconstruire des trajectoires d'histoire de la mode, puisque les vêtements souvent n'ont pas survécu. Et ces éphémères de la mode, si on a vu que la patrimonialisation de la mode prend place dans les années 70-80, l'intérêt pour l'éphémère n'est pas encore complètement là sur le plan de la recherche. Et c'est un intérêt qui s'est affirmé dans les 5-6 dernières années. Notamment Marco Pecoari, qui est un chercheur, a fait sa thèse en 2016 sur l'éphémère de mode. Et donc on est encore là sur une niche un peu plus réduite encore que l'éphémère lui-même, pour être sur l'éphémère de mode et sur un secteur qui en crée beaucoup par cette idée de renouvellement perpétuel de la silhouette, du genre, de la communication, etc. Et donc si on regarde ce que Marco dit sur l'éphémère, alors je vous épargne la citation d'anglais, l'éphémère ne doivent pas être considérés comme des dispositifs promotionnels jetables, mais comme des fenêtres vers des réseaux cachés de collaboration et de création de valeur au sein d'un système de la mode. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de montrer modestement aujourd'hui, que ces éphémères sont les traces d'un système, et notamment aujourd'hui sur un système de production. Donc Marco a eu cette approche de recherche pour sa thèse, et récemment, très récemment, puisque ça date d'il y a 2 ans, une jeune femme a conçu avec un ancien directeur artistique qui est maintenant décédé, une collection très importante d'éphémères liées à la mode depuis les années 70. Le New-Yorkais qui est décédé est un directeur artistique qui s'intéressait à toutes ces pratiques et a conservé depuis les années 70 un nombre d'éphémères, catalogues de mode, invitations de mode, etc. Et c'est des choses qui n'ont pas été conservées par la majorité des institutions ou même de collectionneurs. Et cette collection fait l'objet maintenant d'une institution qui s'appelle la Fashion Research Library, qui est basée à Oslo en partenariat avec le Musée national d'Oslo, et qui vise à donner accès à tous ces types d'éphémères et à reconstruire une forme d'histoire du système de la mode depuis les années 70 à travers ce sujet-là. Donc on est sur un sujet qui est à la mode. Et pour regarder ce sujet, il y a bien sûr des milliards de pistes, puisque l'éphémère de mode peut prendre différents aspects. On a parlé tout à l'heure d'imprimé, on a parlé tout à l'heure de dessin, et on peut avoir une approche qui serait une approche matérielle en fonction du type de papier, en fonction du type d'impression. Est-ce que c'est un tirage photographique? Est-ce que c'est un bois gravé? Qu'est-ce que c'est? On pourrait avoir cette approche de type matériel. On pourrait avoir aussi une approche presque de fonction, administrative, publicitaire, etc. Ce qu'on a choisi aujourd'hui de vous présenter, c'est une approche qui est plus une approche par le cycle du produit. C'est-à-dire depuis la création, la production, jusqu'à la consommation et même à la seconde vie du produit. Et donc on va faire des allers-retours un peu sur différents types de supports, avec cette espèce de chronologie de création d'un objet de mode. Alors, voilà, si on commence par une des premières pièces de notre collection, on commence vraiment sur l'étape du départ, la création du modèle, le dessin. Alors, tous les couturiers ne sont pas dessinateurs, mais là, en l'occurrence, il s'agit de Christian Dior et lui était dessinateur. Et donc, il s'agit d'un dessin préparatoire de 1952. Et on reconnaît... Alors,
si on parle un peu de l'objet, donc c'est un dessin, c'est vraiment une esquisse, hein, c'est pas un dessin très fini. En revanche, ce qui est important, c'est qu'on a le cachet Christian Dior qui figure, et en haut, on a une mention manuscrite Ida, qui est le nom de la première d'atelier à qui était destiné ce dessin. Donc du coup, ça nous renseigne sur le processus créatif du démarrage de la collection. Christian Dior faisait que ce type de dessin, donc assez évasif entre guillemets, et tout le talent des premières d'atelier, c'était de comprendre ce que voulait le couturier avec un dessin aussi abstrait et peu fini, parce qu'elle savait interpréter vraiment la ligne et le positionnement des boutons, des coutures, et vraiment traduire ça en toile et en modèle concret. Donc ce type de dessin n'avait pas vocation à être conservé, puisque une fois que le modèle existait, c'était vraiment c'est une sorte de brief entre guillemets, mais une fois que ce qui comptait, c'était que la pièce soit réalisée et le dessin n'était pas forcément conservé. Donc ce genre de dessin est très très rare à trouver aujourd'hui sur le marché. Et donc, quand on a acheté ce lot, il y avait 3 dessins, il y avait ce dernier dessin, et en fait, c'est pareil, donc on a toujours le cachet Christian Dior, on a toujours la mention de Ida, donc vraisemblablement la source, c'était vraiment la première d'atelier qui a dû conserver ces dessins. Mais là, si on regarde d'un peu plus près, on voit que le trait est un peu différent, la silhouette n'est pas dessinée de la même façon, le trait est un petit peu plus adouci, la taille est moins marquée, et en fait, c'est un dessin qui date de 56, et vraisemblablement, il n'est pas de Christian Dior, mais il est de Yves Saint Laurent, puisque Yves Saint Laurent travaillait déjà pour Christian Dior à ces années-là, et commençait déjà à produire des modèles pour le couturier. Pour rappel, Christian Dior est mort en 57, donc c'est vraiment les dernières années où les deux cohabitent. Et puis ensuite, ce qui est intéressant de savoir, c'est que quand Yves Saint Laurent fondera sa propre maison, Ida, la première d'atelier, le suivra et travaillera ensuite pour sa maison. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est que ces dessins qui n'avaient pas vocation à être conservés, puisque ce qui comptait, c'était vraiment le modèle. Aujourd'hui, des dessins d'Yves Saint Laurent pour sa période Christian Dior, ce genre de dessin, en vente, en salle des ventes, ça peut faire 12 000 euros, quoi. Alors, ce qui était intéressant du coup sur ce genre de dessin, c'est que ça pose la question de l'auteur du dessin, puisqu'il y a un cachet Christian Dior, le dessin n'est pas signé, donc il faut savoir rechercher et un peu analyser le trait pour savoir qui vraiment est le créateur du modèle finalement. Et là, on a un autre exemple intéressant, donc on a un dessin d'RT, de l'illustrateur RT, Romain de Tirtov, qui a travaillé au démarrage de sa carrière pour le couturier Paul Poiret. Donc il créait des modèles, donc là on a un modèle de blouse, donc on voit que le dessin pour le coup est beaucoup plus abouti, hein. Ça pourrait être carrément une illustration d'RT figurant dans un magazine, hein, comme il en fera ensuite pour Harper's Bazaar. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au dos on a bien le cachet Paul Poiret, donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'était un modèle Paul Poiret, mais RT, qui est déjà du coup dans une démarche un peu d'artiste, signe quand même son dessin, donc on voit vraiment que le dessin est signé. Et là encore, si on n'avait que la blouse finale avec sa griffe Paul Poiret, on perdrait un peu de son histoire, puisqu'en réalité, elle n'a pas été créée par Poiret lui-même, mais par RT. Alors là, c'est le genre de pièces qu'on adore parce que c'est des pièces uniques et qui racontent énormément sur le processus créatif. Il s'agit de différents volumes du Jardin des modes, donc qui s'appelait au démarrage l'illustration des modes, donc des volumes reliés qui à l'origine étaient les volumes de la rédaction du Jardin des modes. Donc c'était les volumes qui étaient conservés, donc qui étaient archivés par l'équipe de rédaction. Et à un moment donné, le magazine a été liquidé, les volumes ont été mis en vente, et ces volumes ont été achetés par Karl Lagerfeld, qui s'en est servi ensuite comme un outil de travail. Et comme le disait Antoine, quand Lagerfeld est arrivé chez Chanel, il n'y avait pas d'archives, donc c'est un peu lui qui a dû reconstituer un peu toutes les archives Chanel en retraçant toutes les parutions des années 20, des années 30, etc., pour reconstituer un peu des carnets de tendance a posteriori de la maison Chanel. Et aujourd'hui, on le sait, mais on n'a aucune trace de comment il travaillait, puisque faut savoir aussi que Karl Lagerfeld faisait tous ses dessins chez lui, donc
et il revenait le lendemain chez Chanel avec tous ses croquis sous le bras, mais il avait tout fait chez lui. Donc on ne savait pas exactement comment il travaillait, comment se passait son processus créatif. On sait qu'il s'inspirait beaucoup du passé. Il citait souvent cette phrase de Goethe, faire un avenir meilleur avec des éléments élargis du passé. Donc il s'inspirait vraiment souvent du passé. Là, on en a la preuve physique, puisque dans ces magazines qu'il avait achetés, on a la trace du découpis qui ensuite a dû servir. Donc le modèle qui l'a intéressé, il a été découpé et a été collé dans son fameux cahier de tendance dont on n'a pas la trace aujourd'hui. Et puis on voit que le modèle l'a inspiré directement puisqu'il y a déjà un petit modèle qui est esquissé sur la page. Si tu peux mettre le zoom. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des pièces uniques qu'on croise très très rarement. Et puis il se trouve qu'à ce moment-là, on a été aussi en mesure de trouver tout un ensemble de gravures de mode où pareil, Karl Lagerfeld avait annoté avec des petits croquis qui montrent bien qu'à chaque fois, il savait détecter dans une silhouette du passé quelque chose d'intéressant pour la traduire dans une silhouette beaucoup plus moderne. Donc des pièces comme ça qu'on voit assez peu, enfin quasiment jamais, évidemment ça intéresse beaucoup les musées et notamment ces pièces-là aujourd'hui elles sont à New York puisque le Metropolitan est en train de travailler sur une grosse exposition sur Karl Lagerfeld, une rétrospective qui aura lieu, qui va démarrer au mois de mai. Donc ça c'est une pièce qui les a beaucoup intéressés. Donc, dans la manière dont Karl fonctionnait, Karl fonctionne chez lui avec ses crayons, ses livres qu'il découpe, le malheureux. Mais il avait souvent 2 exemplaires, donc il gardait un exemplaire complet et il avait un deuxième exemplaire dans lequel il faisait des petits trous pour ses scrapbooks. Là, on a un dessin qui est au-delà de cette recherche comme le petit croquis dans les jardins des modes. Là, on a un dessin qui est finalisé. On est sur une forme de dessin au crayon qui est sur son papier en tête à lui, Karl Lagerfeld, qu'à elle. Et c'est un modèle de chaussure pour Chanel, pour la haute couture, et qui est destiné à Massaro. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier de Massaro, c'est un des grands bottiers français et dont l'entreprise a été rachetée par Chanel dans le cadre de sa sauvegarde du patrimoine. Cette chaussure, elle est intéressante parce que ce n'est pas juste le dessin d'une chaussure, c'est toute une communication qui passe à travers le dessin, qui est presque une communication technique entre Chanel et Massaro. Et donc, autant l'image précédente était un vrai dessin, autant celui-ci est un fax que Karl a envoyé à Massaro et qui lui explique la philosophie de cette chaussure qu'il a dessinée, et que c'est une chaussure qui s'inspire du talon bobine Louis XV et qui s'inspire aussi des poulaines, donc ces chaussures très, très élonguées. Et on a là un document qui n'a pas vocation à être normalement conservé, puisque c'est un dialogue presque de fournisseur à passeur d'ordre. Et Karl va plus loin que juste expliquer la chaussure. Il donne des éléments un peu de contexte avec ce type de dessin qu'il a aussi envoyé à Massaro. Et ces documents viennent de Massaro lui-même, qui les a conservés jusqu'à sa mort et qu'on a acheté à un moment d'une des ventes des objets de la famille Massaro. Et donc, entre les dessins précédents qui sont des dessins plus d'inspiration et qui transmettent une idée que Massaro est censé traduire en chaussure, puisque Karl ne fait pas la chaussure. Karl fait partie de ces personnes qui dessinaient et qui ne sait pas coudre et qui ne sait pas non plus construire ou travailler le cuir. Et donc, on a des dessins qui peuvent être des dessins plus techniques, comme ce dessin d'une chaussure à 2 tons, qui est une des chaussures emblématiques de Chanel, inventée par Massaro pour Chanel dans les années 50, avec cette idée d'une couleur chair qui va allonger la jambe, mais pas faire des grands pieds, puisqu'on va couper le pied avec ce bout noir. Donc ça, c'est une invention de Massaro pour Chanel, qui nous renvoie aussi à ces questions de qui est l'auteur de quoi et à qui crédite-t-on quoi à quel moment, sachant que dans les démarches de musée, on a un peu tendance à mettre l'accent sur le créateur comme un artiste et à oublier parfois les mains ou les partenaires dans ces créations. Et sur ce type de croquis, on est là sur un croquis plus technique qui aboutira à la création physique du modèle. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses qui
qui n'ont pas vocation à être conservés, mais qui sont des témoins très intéressants sur le processus créatif. Et si on regarde un peu le processus créatif de beaucoup de gens dans la mode, il y a cette espèce de retour en arrière permanent qui va chercher dans le passé, dans les faits d'armes, on va dire, des prédécesseurs de l'inspiration. Et donc beaucoup de créateurs disposaient de bibliothèques, que ce soit des tissuthèques ou même des bibliothèques de papier physique. Et à la mort de certains créateurs, ou parfois dans les affres économiques qu'ils peuvent subir, se vendent une partie de leur collection. Donc c'est pareil, c'est un moment éphémère où sont réunis à un endroit pour 2 jours à Drouot ou 5 dans le meilleur des cas, ou peut-être une tournée internationale si vous êtes vendu chez Christie's et que vous êtes Yves Saint-Laurent. Vos objets sont réunis à un moment donné et le catalogue est le témoin de cette collection éphémère. Donc vous avez là Monsieur Baer qui faisait partie des grands couturiers de l'avant-guerre et même de l'après-première guerre mondiale, qui avait réuni une collection de dentelles absolument somptueuse et qui l'utilisait comme élément d'inspiration. Ce que faisaient beaucoup de gens autour de la place Vendôme et notamment rue de la Paix, vous avez peut-être eu l'occasion d'aller voir l'exposition sur les arts de l'islam de Cartier au MAD et découvrir une partie des inspirations de Cartier dans sa création. Ce catalogue faisait partie de la bibliothèque de Louis Cartier. C'est un catalogue sur une expo qui est donc une expo éphémère qui a pris place à Alger sur l'art musulman. Donc on voit cette espèce de dynamique d'inspiration qui parfois prend place dans ces éléments d'installation un peu éphémère dont les catalogues sont un peu la trace. Ce qui nous amène à questionner aussi est-ce qu'un catalogue fait partie des éphémères. Est-ce qu'un dessin de Dior, quand maintenant il est considéré comme une œuvre d'art sur le marché des ventes aux enchères internationales, est encore du domaine de l'éphémère ou a basculé dans un autre type de catégorie? D'où nos questionnements permanents, et pas que nous, sur quelle est vraiment la nature de l'éphémère. Et ce qui est intéressant dans ces bibliothèques d'inspiration, c'est que si vous allez chez Cartier aujourd'hui, ils ont inauguré il y a maintenant quelques semaines dans la boutique historique de la rue de la Paix une reconstitution de la bibliothèque de Louis Cartier. Donc, non pas en utilisant ses livres, mais en ayant fait confiance à des libraires capables de reconstituer une partie de la bibliothèque de Louis Cartier qui est maintenant accessible et une partie du décor de la boutique de la rue de la Paix. Alors, il y a une autre source qui peut être aussi intéressante, qui nous renseigne sur le processus créatif, en tout cas la manière dont il est mis en scène, sont aussi les photos personnelles. Là, il s'agit d'une photographie qui est devenue célèbre de Charles Frédéric Worth. Donc, Charles Frédéric Worth qui est considéré comme l'inventeur de la haute couture en France, alors que c'est un Anglais, et qui a ouvert sa maison de couture en 1858 et qui a été notamment le premier à griffer ses modèles, donc à poser une étiquette avec son nom sur les modèles. Et s'inscrire ainsi dans une démarche plutôt artistique. Il se présentait comme un artiste qui signe ses robes, et ce qui traduit une évolution du rôle du couturier à cette époque. C'est pour ça qu'il est considéré comme le premier vrai grand couturier, puisqu'on passe d'un couturier qui historiquement était un fournisseur, un simple fournisseur, à tout d'un coup un créateur, un artiste qui signe ses œuvres. Et ce qui est intéressant sur cette photo qui était à vocation personnelle et familiale et qui est devenue célèbre, c'est qu'il pose vraiment en artiste, un peu à la Rembrandt. Donc c'est vraiment une mise en scène de son statut. Il n'est pas un fournisseur, il n'est pas un ouvrier, c'est un artiste et parmi les plus grands. Donc c'est une photo vraiment assez impressionnante puisque c'est un grand format qu'on a donc du studio Nadar. Et puis ce qui est intéressant quand on regarde de près, c'est qu'on voit qu'il y a des coups de crayon un peu au niveau des tempes pour lui rajouter des cheveux, puisque en fait la retouche, en fait c'est pas du tout un mal contemporain, ça existe vraiment dès les origines de la photo. Les photos sont retouchées vraiment dès le départ, quoi. Autre créatrice très importante, donc c'est la couturière Madeleine Vionnet, qui est en photo ici en 1925 par Thérèse Bonnet. Là, c'est vraiment une autre approche, mais ce que ça nous traduit, donc
pareil, Madeleine Vionnet a accordé une grande importance à la créativité, à la modernité et surtout à la propriété intellectuelle. Et ce qu'elle a mis en place, donc toujours dans cette notion de signer et de griffer ces modèles, c'est pour lutter contre la contrefaçon. Elle mettait une empreinte digitale de son pouce sur chaque étiquette de ces modèles. Et là, c'est ce qu'on voit qu'elle est en train de faire. Donc, elle est en train de mettre son doigt dans l'encre pour ensuite la poser sur les étiquettes des modèles. Donc, quand on voit aujourd'hui des étiquettes de modèles Vionnet, effectivement, en plus du logo et de la griffe qui est imprimée, vous avez cette empreinte digitale du pouce de la créatrice. Alors, on ne sait pas à quel point il y a un côté un peu légende, est-ce que vraiment elle faisait ça sur l'intégralité de ses modèles, mais en tout cas, il y avait cette mise en scène et ce discours autour de chaque modèle est signé par le pouce de la créatrice. Donc on est sur des approches où on est sur une artification de la mode. Et c'est quelque chose que Vort lance dans le 19e, dans un moment où la mode a complètement accompli, on va dire, sa mue et est devenue une industrie à part entière, une des premières industries exportatrices de France. Et la visibilité de cette industrie fait qu'on s'interroge sur l'industrie et on commence à essayer d'élever cette industrie. Donc on est sur cette artification de la mode, sur essayer de mettre de l'art dans l'industrie. C'est le moment où on a l'Union centrale des arts décoratifs qui voit le jour. C'est le moment où nos amis anglais font la même chose avec le Victorian Albert Museum. C'est ce moment où les arts décoratifs sont censés apporter beaucoup plus d'art. Et ça, on le retrouve à toutes les étapes, on va dire, de la création textile, cette espèce d'idée que le créateur devient une forme d'artiste. On a ici les frères Rodier par Thérèse Bonnet, l'amie de Madeleine Vionnet, qui travaillent tous ensemble. Donc il y a père et beau-fils à la sélection de tissus. Et vous voyez bien sûr dans le fond cette idée d'une tissuthèque et d'une bibliothèque qui sert d'inspiration. Donc les couturiers, les créateurs textiles se mettent en scène dans ces processus de recherche et de création. C'est le cas ici avec Marcel Rochas qui dessine lui aussi, s'inspirant là de nuanciers et de nouveaux tissus pour créer les modèles à partir cette fois-ci des types de tissus existants. Donc le couturier se met en scène, souvent à son bureau, et vous avez des couturiers qui, eux, aiment le corps des femmes ou qui veulent créer directement sur le corps. Des gens comme Christian Dior, sont des gens qui ont besoin de dessiner. Il dessinait dans son moulin de Milly-la-Forêt et ensuite il venait au bureau avec ses dessins et c'est les premières qui devaient créer la robe et faire ressembler la robe au dessin. Madame Gray ou Madeleine Vionnet ont des approches qui sont très différentes puisqu'elles fonctionnent directement sur le corps des mannequins et font une robe qui suit le corps ou qui respecte en tout cas le corps. Et donc ici, Madame Gray est montrée dans cette dimension. Là, la matérialité de l'objet est intéressante ici puisque ce tirage est un tirage de presse qui a circulé, qui a été reproduit en Allemagne et qui dit que Madame Gray n'utilise jamais de miroir pour créer et qu'elle est vraiment en direct, au plus près du corps du mannequin et de la cliente. Donc on a cette image du créateur artiste, soit sur un mode dessinateur, soit sur un mode presque sculpteur, sur une forme vivante cette fois-ci, sur une forme en bois pour Madeleine Vionnet qui commençait ses essais d'abord sur une poupée de cette taille-ci. La mode, c'est bien sûr ses créateurs, mais c'est pas que ses créateurs. C'est surtout, si vous n'êtes pas capable de coudre, vous devez vous reposer sur une armée de techniciennes et sur beaucoup d'expertise de ce qu'on appelle les petites mains. Et on a dans les éphémères des cartes postales qui sont en fait qu'on va considérer comme des cartes postales parce qu'elles ressemblent à des cartes postales. Si vous la retournez, c'est un papier carte postale, mais qui sont en fait des tirages argentiques sur du papier carte postale. Et ces photos de midinettes, d'ouvrières de la mode posant devant les maisons, en fait, c'est des photographies qui sont à très petit tirage, puisqu'en général, le photographe les faisait uniquement pour les personnes qui posent sur la photo et qui a acheté un tirage pour l'envoyer à
à l'oncle du Limousin ou à la mère pour dire qu'elle arriverait dans le train de la veille ou du lendemain. Et donc, du coup, on a ces témoignages qui sont des témoignages rares parce qu'ils n'ont pas vocation à être des outils de recherche ou autres, c'était des éléments de vie presque personnelle. Mais au détour de ces vies personnelles, vous avez l'histoire de la maison qui s'écrit. Donc, si vous regardez la façade en haut, vous voyez que la maison est la maison Rotnitz et compagnie, et qu'elle est reprise par Huet et Scherwitt. Huet et Scherwitt étaient deux sœurs qui ont travaillé chez Rotnitz et qui décident de reprendre la maison. Ensuite, cette maison deviendra Scherwitt, mais Scherwitt et Huet la transfèrent place Vendôme. Elle était auparavant rue de la Grange Batelière, et ils la transfèrent place Vendôme. Vous voyez ici la première façade, et si vous regardez cette deuxième façade, vous voyez qu'on a une évolution de la façade. Donc vous avez des travaux qui sont entrepris en 1907, qui changent complètement la façade, et qui donnent à voir maintenant non plus Rotnitz, mais Scherwitt, qui a pris la place de Rotnitz, puisque Scherwitt a acquéri sa propre notoriété. Et cette maison est intéressante puisque cet emplacement-là sera repris par Schiaparelli. Et Schiaparelli, en relançant la marque, voudra récupérer les locaux. Et aujourd'hui, Schiaparelli est à nouveau dans les locaux du 21 Place Vendôme. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que Scherwitt, qu'on connaît peu, était une très très belle femme. Et Paul Poiret a été démarché chez Scherwitt pour lui vendre des modèles, et il écrit sur sa grande beauté. Si vous êtes familier avec les pointes sèches, bonjour les amis du musée de l'imprimé de Paul Helleu. Paul Helleu a fait énormément de portraits de Scherwitt, qui était une très élégante femme de l'époque et une très importante patronne, on va dire, de la mode. Alors, on a, grâce à ces cartes postales, enfin ces cartes postales photographiques, on a souvent des photos des façades, mais on a très rarement des photos des intérieurs, et on savait peu comment, en tout cas, au-delà des salons de présentation de collections, assez peu de documents sur à quoi ressemblaient vraiment les intérieurs des maisons. Sauf quand on a des cas comme celui-ci où Madeleine Vionnet décide de produire ce livret de présentation de sa maison en 1925, donc édité par Coqumer. Et l'idée de Vionnet, c'est vraiment de montrer à quel point sa maison incarne la modernité. Donc déjà, ça se ressent dans le graphisme de la couverture. On est vraiment sur des motifs géométriques très stylisés. On est sur du modernisme du milieu des années 20. Avec... Je perds un peu le micro. Avec cette typographie qui s'appelle la normande. Ouais, merci beaucoup. La normande, qui a été fondue par Coqumer et qui a la particularité de ne pas avoir de majuscules. Donc c'est que des minuscules sur cette police de caractère. Et donc ce qu'on voit dans ce livret, c'est vraiment les différents emplacements, les différentes salles et fonctions de la maison de couture. Donc c'est pas uniquement les salons prestigieux de présentation, mais on voit également toutes les coulisses et on voit à quel point ce sont des locaux modernes avec des grandes baies vitrées, de la lumière naturelle, un grand respect des ouvriers et des ouvrières, des conditions de travail. Il y a même un cabinet de dentiste, donc il y a la photo du cabinet de dentiste qui est là uniquement pour les employés, puisque Madeleine Vionnet est très soucieuse du bien-être et des bonnes conditions de travail de ses employés. Donc grâce à ce genre de livret, qui est vraiment quand même un cas assez atypique, on peut avoir une vision de comment fonctionnaient et à quoi ressemblaient les locaux de la maison de couture. Et il faut savoir que ce genre de petit livret était produit en 4 langues. Donc c'était vraiment pour diffuser sur tout le rayonnement de la maison et de tous les clients à travers le monde. Et là, on a un peu l'inverse. C'était sont les ateliers Dior dans les années 50, où là, les ateliers sont surpeuplés. Il y a 800 ouvrières qui s'entassent. Alors, c'est un peu la rançon de la gloire, hein, puisque la maison est en plein développement et a du mal à s'étendre depuis son premier local avenue Montaigne. Et ils sont en train de racheter progressivement tous les bâtiments autour. Et là, ce que la légende nous indique, qui n'est pas visible sur la photo, mais donc il y a une légende qui va avec, c'est qu'ils viennent de racheter
racheter le bâtiment qui est juste à côté, mais que l'ancien locataire, qui est le ministère de l'économie, met un peu de temps à libérer les lieux, quoi. Mais normalement, tout va s'arranger. Mais en attendant, c'est des conditions de travail très très intenses et compliquées pour les ouvrières qui sont chez Dior, quoi. Alors, autre témoignage très très intéressant de la vie des ateliers, c'est la Sainte-Catherine, donc qui arrive bientôt, et donc qui est une tradition très respectée dans le milieu de la couture, et donc qui donne lieu à toutes ces photos, donc qui sont des photos personnelles, hein, qui n'avaient pas vocation à être diffusées ou à être publiées, mais qui nous renseignent sur la composition des ateliers. Donc ici, on a Madame Gray et ses Catherinettes dans les années 40. Je ne sais pas si vous arrivez à distinguer Madame Gray et son célèbre turban. Bon, voilà. Et donc ça, c'est des témoignages. On va changer le micro. C'est des témoignages très très intéressants de la vie des ateliers qu'on n'aurait pas sans ces photos. Et donc il y en a certains de nos exemplaires qui sont encore plus intéressants, puisque au dos, on va retrouver toutes les signatures des ouvrières qui figurent sur la photo. Et donc, ça nous permet de retracer un peu la composition des ateliers, voire même parfois de suivre le parcours d'une ouvrière en particulier, puisqu'elle pouvait passer d'une maison à l'autre ou suivre certains couturiers suivant les maisons où ils évoluaient, quoi. Surtout que, comme on le disait en amont, l'histoire de ces maisons n'ont pas fait l'objet d'écriture et n'ont pas fait l'objet de dépôts d'archives, et donc réécrire l'écriture de ces maisons et réidentifier les personnes qui pouvaient être des acteurs ou des témoins de ces histoires est quelque chose de plutôt difficile. Et donc parfois on a des éléments qui, au-delà de retracer cette vie festive des ateliers, retracent les processus industriels. Donc on parlait de Dior. Dior, dans son expansion, a commencé à faire de la couture, puis a fait dès 1948 du prêt-à-porter pour les États-Unis, et s'est ensuite lancé dans un nombre de licences très importants en direct ou en partenariat. Et ici, on a tout un ensemble de près de 190 feuillets qui déclinent les processus de fabrication de bas pour une de ces filiales partenaires américains situées à Bridgeport et à Bethlehem aux États-Unis. Donc c'est quelque chose qui n'avait pas vocation à survivre, et c'est quelque chose qui nous renseigne sur justement toutes ces démarches et cette ambition internationale de Dior. Donc là c'est presque l'histoire alternative à celle qu'on va nous servir de Dior l'artiste, le créateur de rêves, les robes de haute couture, tout en oblitérant parfois toute cette dimension de manufacture et de produits de licence. Parfois, on retrouve, grâce à des contraintes administratives d'époque qui ont pu être, avec des documents qui ont pu être conservés par certaines personnes, des informations très intéressantes sur le fonctionnement d'une maison. On a par exemple ici une déclaration de Paquin sur ses effectifs en 1951, où l'Office du travail de l'époque demandait la répartition en termes de femmes et hommes pour savoir, dans le cadre de la politique du soutien de famille, quelle était la composition de la maison. Et donc là, on a tout le détail de combien de personnes travaillent dans la maison Paquin en 1950, la répartition en termes de genre. Donc vous voyez qu'au final, on va avoir 42 hommes et 282 femmes, et on va avoir tout le détail des intitulés de travail de la maison. Donc c'est un espèce d'instantané sur comment est réparti le travail dans une maison de couture, à la fois en type de fonction et aussi en genre. Donc ça, inutile de dire que c'est quelque chose qu'on trouve très, très rarement et qui serait très intéressant d'avoir pour beaucoup d'autres maisons. Les correspondances, on va dire, administratives sont des sources très, très intéressantes et qui, bien sûr, ont échappé. On parlait de Molineux et du fait que la maison qu'on n'avait plus d'archives, hein, puisque si vous êtes une entreprise et que vous mourrez,
vos archives, il n'y a plus personne pour payer le stockage de vos archives. Donc du coup, tout ça finit à la benne. Ici, on a une lettre de Molineux adressée à l'une de ses employées. Donc on est en 1939, c'est le moment de la drôle de guerre. Vous pensez bien que le milieu de la mode est un peu dans une forme d'interrogation et d'expectative sur ce qui va se passer, sachant que la crise de 29 avait déjà beaucoup fragilisé les maisons de couture. Les lois de 36, aussi bien soient-elles, avaient renchéri le coût du travail et le monde de la couture était déjà dans des grandes difficultés. Là, l'approche de la Seconde Guerre mondiale en 39 fait que les interrogations se posent. Donc cette lettre adressée à une des employées indique que Molineux est en discussion à ce moment-là pour pouvoir confectionner des tenues militaires. Donc c'est quelque chose qu'on ne savait pas jusqu'à présent et que cette lettre va nous renseigner. Et donc ces correspondances entre les maisons et leurs employés sont des témoins très intéressants sur des aspects qui ont pu échapper à la recherche pour le moment. Donc ici, on a un certificat de travail d'une employée d'une maison fondée par une princesse russe, Marie Novitzky. Et ce certificat de travail est illustré par Bernard Boutet de Monvel. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier de Bernard Boutet de Monvel, grand peintre. On a eu la vente de son atelier et de sa maison il y a maintenant 5 ou 6 ans chez Sotheby's. Donc Bernard Boutet de Monvel dessine pour Marie Novitzky. Donc on a cette survivance de la facture. C'est une des rares factures, une des rares papiers en tête de Marie Novitzky qui est survécue. Et c'est intéressant parce que c'est la lettre de licenciement de l'ouvrière. Donc c'est dommage, mais c'est aussi, elle est licenciée parce que Marie Novitzky ferme sa maison et part aux États-Unis. Donc c'est pas juste la fin d'un contrat de travail, c'est aussi la fin d'une maison et le départ d'une autre maison sur l'autre continent. Schiaparelli ici est aussi en train de licencier une employée. C'est 1954. Schiaparelli décide de ne conserver que ses activités de parfum et de se séparer de la couture. Et donc la lettre est sur le papier en tête de Schiaparelli. Vous vous souvenez de la typo Vionnet dont Nicolas parlait tout à l'heure, hein, la normande. C'est celle qu'utilise Schiap, minuscule, et c'est le même papier en tête qu'elle utilise depuis la fin des années 20. Avec ici cette idée c'est l'administration qui écrit à l'ouvrière, mais Schiaparelli décide de faire quoi ? Décide d'écrire elle-même à Marcel pour discuter de cette fin de travail et de prendre des nouvelles de Marcel. Donc on a à la fois un double discours, on va dire, de l'entreprise sur un plan administratif et sur un plan personnel, puisqu'on sait que Schiaparelli avait une relation très, très personnelle à ses employés. Donc ces documents qui sont des documents individuels sont des témoins d'une logique ou d'une pratique d'une couturière vis-à-vis de ses employés. Et alors là, c'est le genre de pièces sur lesquelles on tombe par hasard et qu'on découvre petit à petit, dont on découvre petit à petit l'importance. Et on est tombé sur un lot de photographies de jeunes femmes qui étaient manifestement en vacances dans les Landes sur la période fin des années 20, début des années 30. Et au dos de certaines de ces photographies, il y avait ces inscriptions Chanel, quelques inscriptions manuscrites, parfois un nom avec une fonction, Lydia, manutention, ce genre de choses. Et en fait, ce qu'on a trouvé ici, ce sont les photos de vacances du personnel de la maison Chanel à la fin des années 20. Alors, parce que l'anecdote est connue en réalité, mais on n'avait jamais eu d'éléments visuels pour illustrer cette partie de l'histoire de la maison Chanel. Il se trouve que donc Chanel avait une liaison avec le duc de Westminster, que le duc avait un château dans les Landes, et donc Chanel décide de se faire construire une maison à proximité. Donc à Mimizan plus précisément. Et finalement, elle va très peu utiliser la maison puisqu'elle sera surtout dans le château du duc. Et donc, elle met à disposition sa maison auprès de ses employés pour qu'elles puissent venir passer leurs vacances d'été dans la maison de Coco Chanel. Donc ça commence en 1929 et donc ce qu'on a là, c'est les photos de ces employés qui sont en vacances dans la maison de Chanel à Mimizan. Donc ça, c'est la maison... alors, ça, j'ai une animation. Ah, c'est toi qui... Voilà, donc voilà, on a les différents éléments au dos qui nous ont permis d'illustrer. Et si on voit sur la photo juste avant,
on a là au milieu, la personne au milieu, c'est Adèle qui était la gouvernante de la maison, qui était un peu qui avait pour mission un peu de faire régner un peu d'ordre dans cette maison de jeunes parisiennes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au final, ça n'a duré que 3 ans, parce que le maire de Misan, ça c'est Chanel qui le raconte, lui a demandé d'arrêter, parce que toutes ces Parisiennes qui venaient l'été, en fait, ça volait tous les jeunes hommes de la région. Et donc, il lui a demandé d'arrêter. Et c'était devenu une attraction locale à tel point qu'on trouve aujourd'hui encore des photos de la maison en carte postale avec marqué « La Villa des Midinettes ». Donc c'était vraiment devenu une attraction du coin. Donc là, ça c'est la photo de la maison en question. Donc voilà, donc ce genre de pièce, c'est effectivement introuvable, parce que c'était vraiment des photos personnelles d'une des employées qu'elle a dû conserver. Et donc c'était un vrai trésor de pouvoir trouver ça. Et on oublie souvent les aspects un peu sociaux de ces grandes patronnes de la mode, surtout de la part de Chanel, qui commence comme une orpheline et qui montre vraiment toutes les étapes de l'échelle sociale, et qui, du coup, a une certaine relation avec ses employés. On mentionnait Vionnet tout à l'heure avec ses ateliers avec des grandes verrières. Vionnet, elle commence à travailler à 12 ans. Elle est au début ce qu'on appelle un lapin de couloir, donc elle porte des rouleaux de tissu d'une salle à l'autre. Et donc ces femmes qui bâtissent des empires, généralement, ont une relation avec leurs employés qui sont un peu différentes de celles de bourgeoises qui auraient investi dans la couture, ou qui se seraient développées dans la couture. Alors, on a parlé de la partie vraiment inspiration, création, production, et là on sort un petit peu et on va être dans la partie publicité, la communication de ces créations à l'extérieur. Et l'outil par définition pour ce genre de communication, c'est le catalogue. Alors on commence par un catalogue assez classique des grands magasins du Louvre. C'est le bâtiment qui existe encore aujourd'hui, qui est en face du Louvre, qui abritait jusqu'à peu les antiquaires du Louvre, qui est maintenant en travaux et qui va être la nouvelle Fondation Cartier. Mais ces grands magasins, c'est vraiment les nouveaux temples de la consommation. C'est la consommation qui se démocratise, entre guillemets, et les catalogues sont le support de cette démocratisation. Donc on est sur ce qu'on attend d'un catalogue, donc avec une invitation à se rendre dans le magasin, beaucoup de modèles représentés, des prix, quelque chose d'assez classique. Mais c'est pas ça du coup qu'on veut vous montrer aujourd'hui. On va plutôt vous montrer, donc ça c'est un autre exemple sur les Galeries Lafayette, sur ce côté vraiment ouvert sur la rue, le grand magasin accessible, avec la représentation de la rue, et puis ce côté un peu binaire des catalogues des grands magasins, avec une couverture illustré en couleur, parfois avec des vrais illustrateurs reconnus, et un intérieur avec très dense, avec beaucoup de représentations de modèles, beaucoup moins esthétique, avec une mise en page un peu chargée, quoi. Alors ce qu'on va plutôt nous vous montrer, c'est des catalogues un peu différents. Alors on va vous reparler de nouveau de Poiret. Donc ça c'est des catalogues au démarrage de la carrière de Paul Poiret, donc été 1906. Donc ça présente là de nouveau une approche assez classique avec des modèles. Alors on n'a évidemment pas les prix, puisqu'on est sur de la haute couture, donc on ne parle pas d'argent. On ne montre que les modèles. Donc là on a un catalogue de costumes. Après on a un catalogue de manteaux, avec ce manteau qui est très intéressant à gauche, puisqu'il est très, très orientalisant. Et quand Poiret travaillait chez Vort, c'est le genre de manteau qui l'a fait renvoyer, en fait, parce que c'était un peu trop novateur. Donc voilà. Mais de nouveau, on est sur un catalogue relativement classique, illustré par René Vincent, qui est un illustrateur assez commun de l'époque. On n'est pas sur quelque chose de révolutionnaire. En revanche, la révolution vient quelques années plus tard, en 1908, quand Paul Poiret décide de faire appel à un jeune illustrateur qui monte, Polyrib, pour illustrer son catalogue, les robes de Paul Poiret racontées par Polyrib. Donc avec cette fameuse couverture. Et là, on est sur des dessins qui ressemblent à des gravures au burin. Le décor est dessiné minutieusement à la plume. Et comme vous le voyez, il n'y a que les modèles, que les robes qui sont rehaussées à la couleur et au pochoir. Et qui du coup ressortent beaucoup plus vivement. Et on est à une époque où l'illustration de mode, paradoxalement, s'est tellement démocratisée qu'elle a perdu un peu son charme et son cachet, puisqu'on n'est plus comme au XVIIIe sur des couleurs très vives à la main, on est sur des procédés mécaniques. Et la presse de mode s'est tellement démocratisée que l'illustration de mode est devenue un peu mécanique,
un peu sans charme. Et donc c'est en opposition à ça que Paul Poiret sort ses catalogues complètement novateurs, où finalement ce qui est important sur ce catalogue, c'est montrer l'esprit des robes. On n'est pas vraiment dans la description très précise de la manche du bouton, on est vraiment sur une évocation de l'esprit de la collection, et c'est ça qui fait vraiment la différence. Et donc ce type de catalogue va relancer complètement le pochoir, qui est un procédé qui peut paraître anachronique à l'époque, puisqu'il y a d'autres façons de retranscrire les couleurs, mais pour vraiment être à la hauteur des couleurs de la révolution chromatique qui s'opère à l'époque, puisqu'on a eu le Salon des Fauves en 1905, donc il y a vraiment un changement esthétique sur des couleurs beaucoup plus vives, beaucoup plus violentes. Et ben, la meilleure technique, c'est le pochoir, et ça va vraiment faire tache d'huile. Donc le théoricien le plus connu du pochoir, c'est Jean Saudet qui sort ce manuel en 1905, et ça va être repris par énormément soit de couturiers, soit même de magazines, donc avec le plus célèbre qui étant la Gazette du Bon Ton, mais aussi par une publication un peu plus qui vient de la région lyonnaise, qui est Argot Beauté, où toutes les illustrations sont rehaussées au pochoir. Et là, ce que vous voyez sont les ateliers de pochoir du magazine, où on voit les ouvrières en train de rehausser manuellement chaque couleur de chaque illustration. Donc c'est un procédé qui prend énormément de temps, et c'était du coup viable uniquement pour les publications de très haut luxe, quoi. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu les catalogues des Galeries Lafayette ou du Louvre. C'est un catalogue qui paraît chaque saison, qui est très important, qui a beaucoup de textes, des prix et autres. Pour Poiret, on n'a que des images. Et on n'a que des images, et des images de robes qui ne sont pas forcément des robes de 1908. Si le catalogue est fait en 1908 et paraît en 1908, en fait, vous avez des robes de 1906, de 1907, et donc même des manteaux. Le manteau, lui, est de 1908. Et donc, on n'est pas sur cette idée de c'est la dernière mode, c'est la dernière mode de la saison, mais c'est une forme de révolution qui s'affirme à ce moment-là. Et c'est une révolution esthétique dans ce monde de l'imprimé saturé d'images, et d'images qui sont plutôt des images bourgeoises, avec une rupture qui est celle de Paul Iribe. Et donc, c'est un catalogue un peu alternatif, puisqu'il est limité à 250 exemplaires. C'est un objet de luxe déjà à l'époque, et une rupture esthétique. Et si on regarde les images ne sont pas juste des images, c'est aussi des vrais meubles. Donc Iribe, qui est l'un des précurseurs de l'art déco et presque l'un des fondateurs de l'art déco, va être très connu pour son mobilier. Il aidera Jacques Doucet dans sa collection d'art déco et autres. Donc c'est vraiment un statement, comme on dirait, une affirmation, un manifeste esthétique. Et donc on voit que ce catalogue qui paraît en 1908 mais qui emprunte des modèles de 1906, il sera utilisé pas mal de temps, puisqu'ici on a une déclinaison d'une des planches qui est utilisée là pour dire que Poiret change d'adresse en 1909, puisqu'il a beaucoup de succès et que le local de la rue Pasquier est devenu trop petit, donc il prend un hôtel particulier avenue d'Antin, et il annonce ce déménagement avec cette carte qui reprend une des planches en 1909. Donc des modèles dès 1907 jusqu'en 1909. Là, c'est une seconde invitation pour une présentation de modèles en 1909. Et on a aussi une déclinaison en termes de couleurs qui est très intéressante, puisque on voit des variations sur les choix de couleurs des vêtements. Les factures sont aussi touchées par cette affirmation esthétique qui, d'un album, devient la marque de fabrique du couturier pour une période qui va être une période qui va couvrir jusqu'à 1911. Et parce qu'en 1911, que se passe-t-il ? Eh bien, on a un nouvel album de Paul Poiret qui paraît, cette fois-ci aussi rehaussé au pochoir, dans cette idée d'un papier verger. Certaines planches sont sur Japon, rehaussées au pochoir. Et cette fois-ci, Poiret s'associe à Georges Le Pape, un jeune artiste aussi. Iribe était à l'époque aussi un jeune artiste qui, grâce à la mode et à Poiret, prend une dimension et apporte une forme de révolution dans la représentation de la mode de l'époque. Et bien sûr, que fait Paul Poiret de ces images ? Donc pareil, aucun texte, que des images. C'est l'incarnation de l'esthétique de Poiret et qui est déclinée sur différents objets, y compris sur les boîtes de parfums qui reprennent des déclinaisons des planches au pochoir de Poiret.
Et cette affirmation esthétique, cet objet de luxe qu'on retrouve là chez Paul Poiret et chez d'autres couturiers, c'est l'inverse de ce qui va attendre Poiret à la fin de sa vie, puisque après la financiarisation de sa société et la perte de l'usage de son nom, il va finir dans une situation économique très défavorable. La Guilloni, qui possède le Printemps, décide de lui donner un coup de main et de lui confier 3 collections pour le Printemps. Donc il va dessiner des modèles pour le Printemps. Vous voyez création Paul Poiret sur le modèle en premier plan. Et là, on va se retrouver avec ces catalogues très classiques de grands magasins, à l'opposé du manifeste qu'on avait avant chez Poiret, avec ses albums de Le Pape et d'Irip, qui étaient et qui sont toujours une révolution esthétique qui a changé la face de l'illustration de mode dans ces années 10. Donc ici, on est aussi sur ces évolutions esthétiques, avec notamment Madeleine Vionnet. Donc, je mentionnais cette femme qui a commencé comme un lapin de couloir, qui a travaillé chez Doucet et qui ensuite a décidé de lancer sa propre maison avec un rapport au corps plus libérés que ne l'étaient ceux de ses prédécesseurs, et de ses prédécesseurs masculins notamment, avec l'idée d'un abandon du corset, l'idée d'une coupe en biais, de favoriser une coupe en biais qui suit les mouvements de la femme. Donc la femme est plus actrice, on va dire, de son corps qu'elle ne pouvait l'être avant ou avec d'autres couturiers. Mais cette esthétique, cette idée du rapport au corps, elle ne transparaît pas dans ces premières cartes de visite, ces premières cartes commerciales qui n'ont jamais été reproduites. Donc même dans les livres sur Vionnet, vous ne les connaissez pas puisqu'elles ont été produites en très petit nombre, elles n'ont pas survécu. Et donc ces cartes, elles empruntent à une esthétique qui va être une esthétique asiatique pour celle de droite, matinée de la sécession viennoise, ou pour l'autre, une espèce de forme de romantisme un peu à la mode néoclassique. Et ça n'est pas l'esthétique de Madeleine Vionnet qu'on retrouve dans ses robes. Et donc elle va affirmer une esthétique à travers un nouveau logo. Qu'elle confie à un illustrateur italien, le futuriste Tayat. Et là, ce qu'on voit, c'est clairement sur une autre esthétique beaucoup plus épurée, avec une inspiration antique évidente. Et puis, ce qui est très important, c'est cette femme qui s'habille seule. Et ça, c'est vraiment l'incarnation de la mode Vionnet. Tout d'un coup, c'est une femme c'est une mode facile qui est pensée sur le corps de la femme, comme on l'a vu, comme elle travaillait, et donc la femme peut s'habiller seule. Et donc ce qu'on avait, c'était un dessin original de Tayat qui ensuite servit à illustrer une carte de visite pour la maison Vionnet. Et ce logo, elle va le réutiliser de manière vraiment constante sur toute la fin de sa carrière, y compris à en faire un motif pour ses boîtes. Là, on retrouve le motif de Tayat de la femme qui s'habille seule. Donc, on va passer rapidement sur les invitations. Donc, on a toute une série également d'invitations de présentation de modèles, où là, pareil, ça renseigne sur la stratégie commerciale où les maisons présentaient à l'étranger, dans des hôtels comme ici pour les sœurs Boué. On a aussi donc ces cartes d'invitation qui existent en plusieurs langues. Là, ça vient de l'imprimeur, donc on sait exactement combien d'exemplaires ont été demandés par la maison. Donc ça permet de mesurer le rayonnement de la maison en question. Ces invitations pouvaient aussi avoir des formats beaucoup plus travaillés. Ici, on a une invitation de la maison Jeanne Lanvin avec, là encore, une illustration au pochoir faite par une illustratrice de la maison, Jeanne Baron. Et là, c'est une invitation que nous venons de trouver et que nous allons récupérer cette semaine. C'est une pièce assez exceptionnelle, illustrée par Paul Irib, de nouveau, mais pour la maison Paquin, pour l'ouverture d'une boutique à Buenos Aires. Donc, sachez que l'Argentine était un territoire important de clientes haute couture, et donc cette invitation, il n'en existe aucune autre ailleurs, elle n'a jamais été représentée, c'est même pas connu dans les catalogues sur Paul Irib, pourtant qui est quand même un artiste très catalogué et qui a une cote très importante sur le marché. C'est complètement inconnu, cette pièce. Et parfois, sur la vie des pièces, on a cette idée que la matérialité
et quelque chose qui va au-delà de l'obsolescence de l'objet. C'est-à-dire que si vous avez une invitation pour une présentation Le Long en 1925, vous n'allez pas la réutiliser pour la saison suivante. Par contre, là, la cliente, la comtesse de Montet, qui était invitée ici, a utilisé le verso pour écrire une recette. Donc la vie des éphémères, c'est aussi cette vie-là, quand la fonction n'est plus là, le papier existe toujours et s'il est vierge, il peut être réutilisé. Il y a des invitations qui sont plus sophistiquées. Donc on vous met ici l'exemple d'une de nos invitations qui se trouve en ce moment au musée de Krefeld dans le cadre de l'expo Sonia Delaunay. Et sur cette invitation, on a bien sûr les différents types de produits proposés par Sonia Delaunay. Et donc on voit ici qu'on va jusqu'au sac, tapis, manteau, écharpe, etc. Où on est vraiment sur cette idée du peintre ou du couturier qui va dans une forme d'art total où la toile ne suffit plus, il faut des robes, ou les robes ne suffisent plus, il faut des murs pour la décoration, et Poiret serait un des premiers à faire de la décoration, etc. Et donc ici, pour promouvoir Sonia Delaunay, eh ben, on s'appuie sur une citation de Guillaume Apollinaire qui nous dit « Allez voir Sonia Delaunay procéder à la réforme du costume ». On a un critique d'art qui est Florent Fels de l'époque qui dit « Venez voir l'art de Sonia Delaunay apporter une jeunesse nouvelle à la mode et à l'art décoratif ». Donc on est vraiment sur ces ambitions des années 10-20 de déborder de la toile et de déborder de la mode aussi. Sur ces invitations, on a une partie des effectifs qui apparaissent, puisque vous avez un nom Suzanne en haut à gauche. Qui était Suzanne ? Suzanne était en fait la vendeuse de Madame Goldschmidt, qui était cliente de Mademoiselle Alix, qui était la première maison de Madame Gray. Et donc, on a sur ces documents aussi des traces de ces gens qui n'existent plus qui n'existent souvent plus dans les histoires de la mode et qui existaient à un moment donné. Ici, une invitation de Madame Maurice Lulling. Donc, Madame Maurice Lulling, c'est Suzanne Lulling, qui était la directrice couture de Christian Dior et qui utilisait son propre appartement pour les réceptions mondaines pour la maison Dior. Donc, vous voyez que c'est Madame Maurice Lulling qui vous invite chez elle, qui est Malaquais, mais vous répondez chez Christian Dior, 30 avenue Montaigne. Donc on a ces différentes strates et ces différents espaces qui se confondent. Et parfois, les invitations sont des invitations sur l'espace. Vous ne connaissez peut-être pas Melnotte Simonin, et c'est bien dommage. C'est un ancien employé de Paul Poiret qui crée sa propre maison à l'hiver 18. Il s'installe rue de la Paix et il décide de confier la rénovation de ses salons à Mallet-Stevens. Donc je pense que vous devez connaître Robert Mallet-Stevens. Personne n'a vraiment étudié les salons de Melnotte Simonin. Et ici, on a une invitation de Melnotte Simonin qui est, alors vous ne le voyez peut-être pas en haut à gauche, il y a la signature de Robert Mallet-Stevens. Donc c'est Mallet-Stevens qui a fait le décor. Et si on ouvre cette invitation, on a cette figure, Melnotte Simonin. Donc on est invité cette fois-ci, c'est en février 24, à aller voir la maison. Et cette maison qui a été rénovée en octobre 23 par Mallet-Stevens, et ça, c'était l'invitation pour l'inauguration des salons. Et alors, si vous voyez le dessin qu'a fait Mallet-Stevens en haut, vous voyez que l'invitation, en fait, décline cette idée et ce dessin de Mallet-Stevens où vous ouvrez vous-même le rideau pour découvrir la scène. Et cette ouverture est justement mise en avant dans le Women's Wear Daily et la presse de l'époque avec cette idée d'une scène qui apparaît. Donc c'est une invitation très rare et un témoignage d'une collaboration entre un des génies de l'architecture du XXe siècle et Melnotte Simonin, dont vous n'avez vraisemblablement rarement entendu parler. La production des maisons s'accompagne aussi de programmes de défilés, puisque vous assistez à un défilé et vous choisissez ce que vous voyez. En 1910, un couturier présentait entre 300 et 400 modèles. Donc ça peut être un peu long, et pour choisir, ça peut être un peu difficile. Donc au bout d'un moment, le nombre de modèles se réduit, mais vous avez surtout des programmes qui vous permettent de cocher les modèles que vous voulez en tant qu'achetrice ou cliente. Et alors, on a eu l'occasion d'interviewer une ancienne cliente couture, et donc elle nous racontait que tout l'enjeu, c'est quand le modèle défilait, c'était pas de noter tout de suite pour montrer à toutes les autres clientes que vous étiez intéressé par ce modèle. C'était d'attendre un peu et de noter ensuite pour que personne sache que vous étiez intéressé par tel ou tel modèle. Donc, il y avait toute une étiquette au moment de la présentation des collections et des tactiques à avoir.
Alors, on va passer assez rapidement, Oui. parce que sinon ça va être pareil, on va vous inonder d'exemples. Peut-être celui-ci. Donc, il y a au-delà des catalogues, des invitations et des présentations de modèles, il y a ce qu'on appelle les photographies de propagande. Donc, c'est vraiment le terme qui est utilisé à l'époque. Donc, c'était photographie de presse, tout simplement. Et cet exemple est intéressant parce que Chanel, qui avait, on le sait, son caractère, se fâchait souvent avec les magazines de mode et voulait plus prêter de modèles parce que soit les modèles qu'on lui demandait, c'était pas ceux qu'elle trouvait les plus intéressants, qu'elle ne pouvait pas imposer d'en avoir que ces modèles sur une page, ils étaient mélangés avec des modèles d'autres maisons, ça elle ne le supportait pas. Donc à un moment, elle leur a dit c'est fini, je vous prête plus de modèles, je vais faire moi-même mes photos, je vais monter un studio rue Cambon. Et c'est ce qu'elle a fait. Donc dans les années 30, il y a une courte période où elle a eu son propre studio photo et c'est elle qui envoyait ses propres photos au magazine et donc libre à eux de les reproduire si vous voulez montrer des modèles Chanel. Donc il y a très très peu d'exemples de photographies du studio Chanel qui ont survécu, et donc on en a quelques-unes, et donc elles ont ce timbre sec en bas de l'image, studio Chanel. Et donc ici c'est une des mannequins de la maison, la princesse Sherbatov, puisque aussi Chanel accueillait beaucoup d'exilés russes suite à la Révolution, et donc notamment cette princesse qui était mannequin pour la maison. Ici, on a une photo qui est une photo américaine d'un grand magasin américain qui importait Chanel, mais comme le système fonctionnait à ce moment-là, vous achetiez auprès de Chanel le droit de copier les modèles. Donc les modèles ne venaient pas de Paris, l'idée du modèle ou le patron venait de Paris, mais l'objet lui-même était fait aux États-Unis. Et donc il y avait toute une nouvelle série de photos qui étaient faites, mais à partir du modèle produit par Lord & Taylor pour le marché américain. Donc on a ici une photo d'un tailleur Chanel de 30 pour Lord & Taylor. Sur cette idée d'éphéméralité, en regardant cette photo de chez Christian Dior pour Diorling, le parfum, mais aussi la robe qui est en hommage à la bouteille, vous avez derrière le cachet qui dit que c'est une photo de propagande, c'était le terme utilisé à l'époque et je pense qu'on devrait peut-être l'utiliser à nouveau, et vous avez une date d'utilisation. Donc cette idée d'éphéméralité, elle est même inscrite jusqu'au verso de ces objets. Et avant les photos, les maisons en fait, envoyaient des dessins également pour les clients qui ne pouvaient pas se déplacer et se rendre à la présentation de collection. Donc il y avait ce genre de dessin avec en général un échantillon de tissu pour que la cliente puisse se projeter et imaginer le modèle. Et normalement, ces dessins devaient être renvoyés ensuite aux maisons. Donc c'est pareil, ce sont des témoignages très très intéressants. Et parfois, donc la robe elle-même n'existait pas ou n'était pas vendue, mais on vendait cette idée de la robe. Et cette idée de la robe pouvait se matérialiser sous la forme d'un patron. Ici, on a un patron qui était envoyé à une petite maison de couture de Normandie, Madame Lenoir, qui avait acheté le manteau Rafale chez Christian Dior. Et donc, elle avait droit de récupérer les différentes parties, de les assembler, de reproduire le manteau, de le vendre sous son nom. Mais elle n'avait pas le droit de refaire une toile et de vendre la toile. Donc c'est vraiment l'idée d'un système de la mode qui vend une idée plus que le vêtement lui-même. Donc si on part plus sur la vente, allons plutôt sur la vente et sur les factures, on va avoir une dynamique de la part de Christian Dior qui va s'attacher à l'espace et à convaincre ses différents fournisseurs d'adopter une stratégie de merchandising, comme on dirait aujourd'hui, qui vise à améliorer l'efficacité de la vente des gaines Dior. Donc c'est le type de courrier qui, pareil, une fois que vous avez mis en place le système ou une fois que l'espace n'existe plus, qui disparaît. Ce qui disparaît aussi, ce sont toutes les factures qui n'ont pas forcément vocation à être conservées, mais qui peuvent parfois être des monuments historiques, on va dire. Cette facture-ci, qui est une facture d'Hippolyte Leroy. Donc Hippolyte Leroy, c'est le grand fournisseur de mode de la famille de Napoléon, et qui fournit notamment les habits de Sacre. Et donc cette facture, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais c'est pour la princesse Borghese. Et donc la princesse Borghese, c'est la sœur de l'empereur. Et du coup, on est sur un manteau en plus qui est pas un manteau anodin, puisque la facture date de 1805, et c'est une facture qui correspond vraisemblablement au manteau de Sacre de Napoléon en décembre 1804. Donc ce type de facture a survécu et on est heureux d'en avoir un exemplaire, mais c'est presque une facture qui mériterait d'être
dans des collections publiques. Et ces factures, on peut les analyser sur différents éléments matériels, que ce soit l'en-tête. Ici, on a les blasons de toutes les grandes cours européennes qui montrent que Redfern, qui était spécialisé dans les vêtements de sport, fournissait toutes ces familles impériales et royales en vêtements de sport. Cette petite facture de Chanel est une rare facture puisqu'elle date de 1911, sachant que Chanel débute en 1909-1910, et on voit dès cette facture-là qu'elle ne vend pas que des chapeaux, mais elle vend aussi une boîte à poudre, et on voit déjà qu'elle a une ambition au-delà de la vente seule des chapeaux. Cette facture-ci est une facture de Laure Bellin, qui est un des pionniers sur les sous-vêtements français. Et si vous voyez à quelle personne elle est adressée, c'est adressé à Madame Renée Coty, au Palais de l'Élysée. Donc ça n'est pas payé par nos deniers, mais elle habitait à ce moment-là à l'Élysée, et le fournisseur lui envoyait la facture de ses soutiens-gorge et autres. Émile Rabec est un repreneur de l'activité d'emballage de Louis Vuitton, puisque Louis Vuitton faisait de l'emballage et des malles. Il a cédé la partie emballage à Émile Rabec. Cette partie-là, ça ne s'est pas très bien passé en termes de relations personnelles. Et du coup, on a un peu effacé Rabec de toutes les histoires de Vuitton. Donc cette facture est intéressante puisqu'elle remet Maison Louis Vuitton et Rabec dans le circuit de cette histoire. Si on regarde un peu plus une facture en détail, et on va regarder peut-être la facture de Vionnet. Si on regarde la facture de Vionnet, on retrouve le logo dont on parlait tout à l'heure, ce logo de Tayat qu'on va décliner en différentes versions de couleurs, sachant qu'on est là sur un procédé de rehausser au pochoir. On a parlé du pochoir un peu plus tôt. Le papier est un papier verger de qualité, et on va avoir une différence entre ce qui est imprimé et ce qui est manuscrit et ce qui est tapuscrit. Et si on regarde ce qui est imprimé, on va retrouver un caractère familier de l'époque. Ouais, on va passer rapidement, qui est le cochin, donc qui est un caractère qui est inventé par Peignot en 1912, et qui s'inspire des gravures de Nicolas Cochin, puisqu'on est vraiment dans cette époque où le 18e est très à la mode, et donc ce caractère va connaître un succès vraiment dans le monde de la mode incroyable. Il est tout d'abord adopté par la célèbre revue La Gazette du Bon Ton, donc dès 1912, qui adopte ce caractère, qui est vraiment l'identité forte du magazine, et qui ensuite va être utilisé par tous les couturiers, donc par Vionnet, par Poiret et par plein d'autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ce caractère va être réutilisé aussi par Dior en 1947. Donc le fameux logo Christian Dior est vraiment du cochin. Il y a ce côté très nostalgique en 1947 dans la démarche de Dior de retrouver une mode très féminine d'avant-guerre. Mais ce qu'on ne sait pas et qu'on a redécouvert récemment, c'est que ce type de caractère a été déjà utilisé dans la famille Dior, donc dans les usines Dior, dans les années 20. Et donc vraisemblablement il y avait un hommage à la Gazette du Bon Temps, mais aussi un hommage à l'usine familiale, puisque quand on compare un peu les typographies, donc on était, le slide d'après, donc voilà, donc le Christian Dior en cochin, et en fait les usines Dior utilisaient déjà le cochin dans les années 20, et c'est intéressant de se dire qu'une usine d'engrais, de produits chimiques utilisait vraiment cette police de caractère très très à la mode et très très couture, et on se doute que vraisemblablement peut-être que Christian Dior à l'époque a joué un peu un rôle sur le fait que ses parents, enfin que son père adopte cette police de caractère très à la mode. En tout cas, quoi qu'il en soit, il le réutilisera en 1947 lors de la création de sa maison. Donc, si on regarde les éléments tapuscrits de la facture, on va retrouver l'adresse de la cliente. Et cette adresse de la cliente, elle est, par exemple, pour cette cliente américaine, la riche femme d'un banquier de Chicago, à l'hôtel Chatham, qui était un des hôtels chics de l'époque. Si on regarde les autres éléments, donc on va avoir donc, bien sûr la cliente, son adresse, on va avoir le descriptif des robes, ce qui peut nous permettre de reconstituer une typologie sur les matières, sur les
les types de robes, sur les couleurs, sur le nombre de pièces d'une élégante. Et on peut, grâce au dépôt d'un certain nombre de modèles qu'a effectué Vionnet auprès de l'UFAC, qui est devenu la collection du MAD, et auprès de la bibliothèque historique de la ville de Paris, via Thérèse Bonnet, la photographe dont on a parlé, qui était une amie proche de Vionnet, on a quasiment là une grosse partie de la création de Vionnet. Donc on peut se dire, cette robe de mousseline rouge, par exemple, on peut se dire que c'est peut-être cette robe de mousseline rouge qu'on a reproduite au-dessus. Et puis on a toute une information sur le prix, sur le mode de paiement, la remise, les délais de paiement. Et ça aussi, on peut essayer de retrouver les informations, puisque si on reprend cette robe en mousseline rouge qui faisait 5200 francs en 1928. On peut retrouver grâce à l'INSEE et à ses calculateurs en données corrigées des variations saisonnières et qui prend en considération l'érosion, l'inflation, etc., que 5200 francs en 1928 correspond à 330 000 € aujourd'hui. Donc vous imaginez le luxe et les types de circulation et ce dont renseignent ces factures de mode qui pourraient n'être que des vieux papiers, mais comme on le voit, sont des mines de renseignements non seulement sur l'esthétique qu'adopte Madeleine Vionnet, mais aussi sur le système de la mode et les circulations. On a ici le reçu de paiement de Madeleine Vionnet qui est fait sur la Morgane, la Morgane Place Vendôme, la banque Morgane. Donc on est vraiment sur un type de clientèle qui est très chic. Là, vous voyez aussi Alice en haut à gauche, qui est le nom de la vendeuse de Madame Reynolds. Et vous voyez ici que Madame Reynolds a fait un petit mot à My Dear Alice, et qui dit que tout est parfait, etc., etc. Donc on a une circulation économique, mais on a aussi des interactions individuelles qui sont des choses qu'on ne trouve plus ou qui sont des petits indices qu'on peut avoir sur ces différents éphémères. Donc les éphémères, c'est des éphémères qui nous renseignent sur différents aspects, qui soient artistiques, esthétiques, économiques, interpersonnels, et qui, comme le disait Marco Pecorari, on va dire en introduction, sont des fenêtres sur un système de la mode et sur une compréhension d'un système de la mode. Ouais, donc là, on est obligé de conclure un petit peu rapidement, mais c'est un peu on est très mauvais conférencier parce que quand on commence à parler de nos pièces, on a du mal à s'arrêter, donc désolé. Voilà, on avait encore quelques exemples ensuite de la vie du produit porté par les clientes, des relations des couturiers avec leurs clients, donc on en a un petit peu parlé via les factures, mais ce qu'on a trouvé aussi d'intéressant, c'est des clientes qui ensuite envoient leurs photos à la couturière, en façon carte postale. Donc là c'est la photo du manoir, soit c'est un portrait qu'on envoie soi-même donc là c'est Dania Cooper qui envoie sa photo faite par Cécile Beaton à la modiste Lucienne Rabaté. Même chose ici, on a la duchesse de Windsor qui était aussi cliente de Lucienne Rabaté, qui lui envoie ses mémoires dédicacées. Donc il y a tout cet échange et ces relations entre les clientes et le couturier ou la modiste dont on n'avait pas trace sans avoir étudié ces éphémères. Et ensuite, si on passe sur la vie des vêtements, il y a tout sur la conservation des fourrures notamment. Il y a un vrai enjeu de la conservation des fourrures. Et puis tout ce qui est teinturerie, entretien des vêtements, revente des vêtements, puisque là en l'occurrence Maxima permettait de revendre ses bijoux. Il y a les ventes aux enchères, que ce soit donc des garde-robes d'inconnus ou alors de personnes connues, comme notamment la garde-robe de Chanel qui avait été vendue chez Christie's, ou le mobilier de Madeleine Vionnet qui avait été vendu à Drouot, etc. Donc vraiment, tous ces éléments d'éphémère nous permettent de retraduire tout, depuis la création, l'inspiration, jusqu'à la seconde vie, la réutilisation du modèle ou la vente aux enchères des modèles. Voilà. C'était ça qu'on a essayé de vous montrer. On vous a un peu assommé d'exemples, donc désolé. Et vous dire qu'aujourd'hui, en fait, la problématique qu'ont aujourd'hui les maisons, donc si petit à petit elles commencent à comprendre l'intérêt d'avoir des archives, de reconstituer leur collection et d'avoir ces documents, alors pour celles qui sont les plus mûres et les plus abouties sur cette démarche, d'avoir ces documents d'éphémères pour vraiment contextualiser leur collection, il y a aussi tout l'enjeu encore encore aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit conserver dans les maisons de mode, et puis le fait qu'aujourd'hui,
une grosse partie de ces documents, de ces informations sont sur un support digital, on a les mêmes enjeux. Qu'est-ce qu'on conserve? Est-ce qu'il faut conserver les emails, les correspondances, tout ce qui est fait sur les comptes Instagram des maisons? Alors, il faut savoir en plus qu'il y a une pratique un peu étrange dans les maisons de luxe, c'est que dès qu'il y a un nouveau créateur qui arrive à la direction artistique, on efface tout ce qui a été fait précédemment sur le compte Instagram. Donc, on n'a plus de traces. Donc, voilà, comment on archive tout ça? Qu'est-ce qu'on veut archiver? Ces questions, elles sont encore très cruciales aujourd'hui et elles sont encore plus problématiques avec toute la dimension digitale de ces nouveaux supports éphémères, quoi. Pour la conservation justement actuelle, vous partez du principe de faire par exemple des captures d'écran et des impressions papier ou de tout conserver numériquement? Alors, nous, on a pris ce qui est très confortable, c'est que nous, on s'arrête sur... voilà. mais qui, effectivement, on n'a pas la réponse. Et quand bien même ce serait des captures écran, c'est quoi le bon format pour les conserver? Est-ce que c'est un JPEG? Est-ce que c'est un PDF? C'est quoi les formats, la durée de vie des formats? Voilà, la conservation numérique, c'est un vrai sujet, quoi. Oui, certainement. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette... désolé de vous avoir interrompu un petit peu, mais bon, quand même, un silence fait enfermer à 20h. Donc, c'était passionnant. Je conçois que vous soyez passionné à ce point-là. Alors, effectivement, pour la conservation, je rappelle aussi que l'INA change de système tous les 3 ans, pour le même genre de raison. Et on a encore le temps pour quelques questions, une ou deux. Qui se lance ? Attendez. On demande aux conférenciers de se rendre. Oui, moi je voulais seulement, si vous pouvez nous expliquer comment vous pouvez trouver des éphémères aussi rares que ceux que vous nous avez montrés en très peu d'exemplaires. Alors, il n'y a pas de recette magique, malheureusement. C'est une veille permanente. Donc, on est toutes les sources possibles, donc les ventes aux enchères, les salons de vieux papier, les vieilles librairies, Internet. Voilà, on trouve partout. Mais en fait, il faut qu'on passe notre temps à chercher. En fait. Ouais. Une autre question ? C'est-à-dire que le textile, c'est très compliqué en conservation. Et donc, si on avait commencé à faire une collection textile, ça aurait été des contraintes qu'on ne voulait pas forcément subir. Le papier est au final quelque chose qui se conserve dans des conditions assez simples, on va dire. Il faut bien sûr utiliser les bons produits, mais ça, c'est relativement simple. Et on avait surtout cette idée que ce qui nous intéressait dans la mode, ce n'était pas seulement l'objet textile, mais l'image de l'objet et l'histoire de l'objet. Et donc c'est ça qui nous intéressait, c'était la représentation de la mode et les discours de la mode, qu'ils soient visuels ou textuels, plus que la robe elle-même. Même si on adore ça, notre appétence était plus sur ces aspects artistiques et esthétiques. Et je crois aussi que c'est lié, en tout cas, pour ce qui me concerne, c'est que moi, mon intérêt pour la mode qui est venu au moment de l'adolescence, il s'est fait via les médias, via les magazines, donc pas via les vêtements en eux-mêmes. Et du coup, ça m'est resté. Et finalement, ce que j'ai commencé par collectionner, ce sont des magazines. Et puis, en fait, ça s'est fait naturellement ensuite, par la suite, quoi. Oui, bonjour, bonsoir, et merci pour vos... Alors moi, j'ai un petit manque là, dans vos recherches, parce que voilà, j'ai passé 30 ans de ma vie à faire du dessin textile, c'est-à-dire inventer chaque jour des dessins qui soient imprimés pour la mode, pour chaque saison, chaque collection. Or, nous, on a la particularité dans l'histoire de l'objet d'être anonyme, alors que tout le monde signe. Il y a les petites mains, c'est pareil, elles ne signent pas. Donc, et on en fait des centaines, des milliers de dessins. Or, ils ne ressortent pas, on ne parle pas du fait que la mode, elle fonctionne. Et les robes, les modèles sont vendus aussi par l'effet coloré, par les dessins, par les motifs, que ce soit la fleur, les géométries et tout ça. Voilà, c'est un petit truc qu'il faudra creuser un peu. Alors, bien sûr que nous, en tant que dessinateurs,
On gardait des lichettes de dessin qu'on faisait, mais c'était pas signé. Voilà, et jamais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais on est complètement en phase et c'est la beauté du sujet, hein, c'est qu'on est loin d'avoir fini d'épuiser le. Voilà. Et alors malheureusement, on a manqué de temps, mais on vous a apporté une pièce parce que on trouvait ça dommage de montrer que des images digitales et donc on voulait vous faire passer une de nos dernières acquisitions puisque elle a été produite par une maison lyonnaise qui s'appelle Schutz. Je sais pas si on peut la faire passer. Et ce qui est intéressant, c'est que c'était aussi pour montrer que tout ne se passe pas que à Paris, qu'il se passe aussi plein de choses, notamment à Lyon, dans le textile. Et ce qui est intéressant, c'est que cette publication qui a été faite en 1925 reprend tous les codes des magazines à la mode de l'époque, donc notamment de la Gazette du Bon Ton, avec ses illustrations au pochoir. Là aussi, ça reprend cette fameuse police de caractère, le Cochin. Donc voilà, une entreprise lyonnaise reprend tous les codes parisiens pour cette publication qui a été faite en 1925. Quoi. Une autre question? Non? Et vous avez cité un certain nombre de musées, Galliera et autres, avec lesquels vous travaillez. Et le musée de Moulins, vous travaillez aussi avec eux? Mais Voilà. Oui, c'est les costumes de scène plutôt. Nous, on a dû faire des choix, et on doit en faire en permanence. Hein, c'est pour ça qu'on a aussi choisi un angle aujourd'hui qui a peut-être évacué un peu les créateurs textiles, même si on a parlé de Rodier. Le choix qu'on a fait aussi dans la manière dont on fonctionne dans la librairie, c'est d'essayer de se concentrer sur le costume civil et pas le costume militaire, et pas le costume religieux, et pas le costume de scène, parce qu'on a déjà des problèmes de place, et que si on a une approche qui est déjà depuis le milieu du XVIe jusqu'au milieu du XXe siècle assez large, avec une typologie de documents qui va de la gravure imprimée au tirage photo, au magazine, aux livres et autres, il y a des choix à faire. Et celui du costume de scène, on l'a un peu évacué, même si parfois on tombe dedans, mais on essaie de ne pas tomber dedans. Ok. D'accord. Alors, le bijou, pas si naturellement que ça, parce qu'on a pas mal de factures de Boucheron, Mellerio, etc. On a des très bonnes relations avec les grandes maisons parisiennes qui reconstituent une partie de leur patrimoine, donc on est très heureux de pouvoir les aider. Donc, on n'a pas complètement évacué le bijou, on n'a pas plongé à corps perdu dedans, mais on a des affinités quand on voit la cloche du Saussois, Fouquet et autres, la production des années 20, c'est difficile de résister. Là, on a par exemple récemment acquis une carte de visite de Boucheron pour l'Expo coloniale de 1931 qui reprend un motif à l'égyptomanie de l'époque. Voilà, nous, on peut pas résister sur ces typographies-là de certains moments, mais c'est un sujet en soi. Il y a énormément de parties qu'on aimerait. Tout ce qui touche au tissu d'ameublement. Mais ça, c'est pareil. Il y a beaucoup d'éphémères produits. Nous, on a choisi de ne pas y aller. Parfois, on peut avoir un moment d'égarement parce qu'une pièce est très belle et qu'elle nous parle, mais on essaie de se concentrer sur le costume civil et plutôt sur cette création parisienne, de couture parisienne et internationale, on va dire. Donc il y a de la place pour des concurrents. Oui, ça, il n'y a aucun souci Non, pour le tissu d'ameublement. Bon, plus de questions? Si. Une dernière. Dans vos recherches, vous arrivez à trouver du matériel un peu similaire sur le domaine de la chaussure, s'il vous plaît. Alors, sur la chaussure, oui, par exemple, il y a une rare revue qui s'appelle Cendrillon, la chaussure de Paris, publiée dans les années 20. Les exemplaires sont très très durs à trouver. On en trouve régulièrement et on a un musée qui nous achète systématiquement quasiment. Il y a... non, même pas. Donc du coup, oui, on a certaines affinités avec certains types de produits. La chaussure n'a pas forcément
eu le même rayonnement, mais on a des choses de Pinet, on a des catalogues de chausseurs de certaines années. Et puis, quand il y a des magazines vraiment intéressants comme Cendrillon, la chaussure de Paris, qui est un peu hors des radars, ça, on aime beaucoup en acquérir et pouvoir les transmettre à des institutions qui les garderont dans les collections publiques et qui deviendront accessibles au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on aime bien avoir des clients qui sont dans des institutions, parce qu'on sait que le document est théoriquement bien préservé et qui reste accessible au plus grand nombre. Il y a un musée de la chaussure à Romans. Alors, les chapeaux, on aime beaucoup les chapeaux. On aime beaucoup les chapeaux. Il y a des catalogues magnifiques de chapeaux. 1912, Marcel Demey, avec les pochoirs de Martin, absolument spectaculaires, un peu dans la mouvance de ce que Poiret avait fait avec Irib et le Pape. Il y a des choses très très intéressantes sur les chapeaux. On mentionnait tout à l'heure Chanel, la facture qu'on vous a montrée, c'est une facture de chapeau, la première activité que fait Chanel, avec la garçonnière de son premier amant et l'argent de son deuxième amant, de Boy Capel. Et qui est souvent l'étape la plus intéressante pour une couturière pour commencer, parce que c'est celle qui réclame le moins de matière comparativement à une robe. Et donc, c'est une des premières étapes. C'est le cas aussi pour Lanvin, qui commence à faire des chapeaux et qui construit après ses empires. Donc, parce que là, on voyait bien le rapport le couturier, les clients, mais le rapport le couturier, le créateur et le tisseur, qu'il soit ouvrier, enfin que ce soit de la soierie ou autre. C'est un sujet en soi, mais vous voyez déjà qu'on a des problèmes de temps pour nos présentations. Oui. On aurait adoré rajouter une demi-heure de plus sur les relations avec les, avec les tisserands. Mais... Oui. Alors, on a des choses qui sont très intéressantes. On a des lettres de marchands, Serre et compagnie, qui envoient en 1810 des échantillons de tissus à un marchand parisien. On a des choses qui sont absolument magnifiques et spectaculaires. Après, il est difficile de tout montrer à un moment donné. Et bien sûr que là, on a montré un petit peu de chaussures avec la relation Karl Massaro-Chanel Massaro, mais vous avez tous les types d'accessoires. On n'a pas parlé des gants, on n'a pas parlé des ombrelles, et on aurait pu parler de tout ce qui compose la toilette, et qu'une silhouette Chanel sans chaussures et sans chapeau et sans sac, c'est pas une silhouette Chanel. Il faut faudra tout. recommencer. Et Dior, pareil. Faudra recommencer. On a évacué aussi la mode enfantine, on a évacué la mode masculine. Les sujets sont très très grands. Oui, une fois de plus, les hommes ont été brimés. Bon, merci à tous de vos questions. Merci à nos conférenciers qui ont été très passionnés et qui nous ont passionnés.